Okay. Hi, everybody. Oh, it's loud. Okay. Thank you for being here. This is the last day of the conference, and we are, what did you call us? We are also marginalized. We are marginalized because we are a small group in the basement, far from the main activities. But we are talking about a very important topic. Of other seriously marginalized communities that often get overlooked from resourcing, particularly because they're living in urban areas. One might assume that there's good access, but often for the urban poor, there are a number of barriers and sometimes limited resources. So while we are a small group, I'm going to make an assumption that we all care deeply about this topic. And we've got a combination of live presenters and 2 video presenters, and then we can have some dialogue and discussion. Um, so let me start by just introducing myself. My name is Nomi Fuchs Montgomery. I'm a deputy director at the Bill and Melinda Gates Foundation. We fund the Challenge Initiative, which works in multiple geographies with a focus on the urban poor. We're co-financing this investment with Bayer, and it really is a platform, some of you might be familiar with it, that helps to provide kind of demand-driven technical assistance to local governments to scale family planning. I'm half inclined to give everybody a chance to introduce themselves. Do you feel comfortable with that? Okay, so I'm going to play talk show host and start with the audience. And because we're a small group, but small people can make big things happen. And yeah, who knows what's going to come out of this discussion? You don't know until you open yourselves up. So let me start with the room. We'll introduce ourselves so we know why we're here, and then we'll turn to the presenters and you can give a more detailed and robust introduction. Oh, thank you so much. Good morning, everyone. So my name is Abhishek Kumar. I am from India and I work with Population Council. My work mostly focuses on family planning, then maternal and child health, and adolescent sexual and reproductive health. So I had a presentation which I presented on 15th November, so day before yesterday, and that was about the provider preferences for family planning service provision to young married adolescent women. Thank you so much. Hello, I'm Dr. Orpendra Mojumdar. I'm also from New Delhi Office of Population Council. Me too work with family planning and maternal and child health. Thanks. Thank you. Good morning, everyone. I am Je suis Emily Olalere du Nigeria et j'appartiens à l'organisation, à l'autorité réglementaire, le Conseil familial du Nigeria. Dans ce congrès, nous avons présenté un programme pilote innovant de ce que nous appelons le système d'accréditation sur 3 niveaux. Et nous avons également un groupe et nous sommes en train de mettre en place le programme pilote pour la stratification de ce groupe. Et nous avons développé une expérience fantastique, à vrai dire, au Nigeria. Merci. Bonjour à tous. Je viens d'Éthiopie. Je suis directeur exécutif d'une organisation pour le développement des femmes en Éthiopie. Bonjour à tous, je suis Dr Asher Sarr. Je suis directeur exécutif de l'agence du marketing social au Sénégal. Bonjour à tous, je suis Sonia Komodafé. Je travaille à Population Council au bureau du Nigeria et je ferai une présentation après cette session. Bonjour à tous, je suis Liwi, je viens du Niger. Je travaille
d'Indonésie, pardon. Je travaille à l'université de l'Indonésie et je suis ici pour soutenir mon collègue qui va faire sa présentation en ligne. Merci. Bonjour à tous, je suis Anne Bagewali. Je travaille au Haraway, Kentucky. Je suis basée à Kentucky et nous avons des partenaires au Vietnam, Népal et dans les îles Marshall. Bonjour à tous, je suis docteur Marem Jenjai. Je suis la directrice de la division de planification familiale au ministère de la Santé du Sénégal. Merci. Bonjour, Radisek, consultante dans un projet développé au Sénégal. C'est un projet de santé intégrale et je suis consultante dans le domaine de la santé reproductive et la nutrition. Merci. Merci à tous et à toutes. Alors, je suis vraiment reconnaissante. Merci d'avoir pris ces minutes pour vous présenter. Nous voyons que nous avons différentes expertises dans la salle et nous voyons que vous participez dans cet écosystème depuis différentes approches. Merci. Je pense que nous pouvons tous dire, indépendamment d'où nous nous trouvons, au Sénégal, l'Indonésie, l'Inde, ou même nous, le Nord-Ouest Pacifique, eh ben, nous savons tous que le financement des bailleurs de fonds est assez limité. Oui, l'Éthiopie aussi, effectivement. Et comme je l'ai dit au début, particulièrement pour les zones urbaines, souvent, nous ne considérons pas ces zones-là en tant que bailleur de fonds. J'ai travaillé chez l'USAID, maintenant je suis à la Fondation Bill et Melinda Gates. Souvent, nous tendons à oublier ce qui se passe dans les contextes urbains. Et surtout, pour les populations urbaines pauvres, il y a un certain degré de marginalisation qui se produit. On a un peu l'idée que les infrastructures et les services urbains sont suffisamment forts, ils n'ont pas besoin de support. Je pense qu'aujourd'hui, par rapport à l'agenda 2030, par rapport au ODD et au fait d'inclure tout le monde, ben, nous allons constater que les zones urbaines sont également importantes, que nous devons les considérer. Et au point de vue humanitaire, les zones urbaines sont une partie essentielle pour combler tous les écarts qui existent. L'innovation est importante. Nous allons essayer de voir comment les leçons tirées à partir de différentes géographies peuvent nous aider à améliorer notre efficacité quand il s'agit d'atteindre les populations urbaines pauvres. Alors oui, pour les personnes qui viennent de nous joindre, je disais au début que nous sommes un groupe marginalisé. Nous sommes donc au dernier jour du congrès. Nous sommes dans le sous-sol. Si vous souhaitez vous présenter, parce que tous les autres membres du groupe sont présentés, si vous voulez dire bonjour. Oui, bonjour. Je suis Claudia Brewer. Je travaille dans une initiative dans le domaine de la contraception et je réalise également des études autour de la santé sexuelle. Merci. Bonjour, je suis Julia Ponting et je travaille au Population Council. Oui, nous avons une représentation importante de Population Council avec une recherche également très robuste. Veuillez vous présenter. Merci. Je suis Mike Mbizo. Je suis directeur pays pour Population Council basé en Zambie. J'ai eu plusieurs postes. J'étais le directeur de la recherche de la santé reproductive pour l'OMS basé à Genève. Mais j'aime dire que je suis un défenseur vraiment de la santé sexuelle et reproductive. Je pense que c'est une question qui nous tient à cœur, nous tous qui sommes dans cette salle.
Bonjour à tous, je suis Dr. Subroto du bureau de l'USAID en Inde. Je suis chercheur et spécialiste dans mon organisation. Cela fait 35 ans que je travaille dans le domaine de la santé, pratiquement, mais la plupart de ma carrière, en fait, je l'ai euh, consacrée au travail autour des zones urbaines dans le domaine de la planification familiale, mais également dans d'autres domaines de la santé. Et nous sommes vraiment intéressés à savoir quelle est la situation actuelle, quelles sont les différentes perspectives. Et voilà tout. Merci. Bonjour de nouveau. Je suis vraiment ravie d'être ici pour partager avec vous ce sujet tellement important. Je tiens à citer mon collègue, le Dr. Toingo, qui ne peut pas être ici avec nous, mais nous appartenons à la même famille et nous sommes membres de Population Council. Donc je suis vraiment très contente d'être ici et de le représenter également. Notre équipe a fait un travail énorme par rapport à la révision de la littérature. Nous avons gardé un peu le contexte pour voir quelles sont les disparités dans le domaine de la santé sexuelle et reproductive. Nous allons parler du Sud global. Nous allons voir également donc quelle est la situation dans ce contexte. Nous savons Nous savons que nous avons ces différents environnements, ces différents contextes. Nous avons le milieu urbain. Il y a des estimations qui indiqueraient qu'en 2050, plus de 60% de la population mondiale vivra dans des zones urbaines. Et la plupart de ce pourcentage représentera donc une grande croissance dans le sud global. Nous savons que la jeunesse urbaine a un taux de chômage élevé. Leur jeune âge leur rend vulnérables et de plus en plus, nous savons qu'il s'agit de jeunes filles. Nous connaissons tous quels sont les risques que rencontre la femme. Donc, plus de moitié des femmes, malheureusement, vivent dans des bidonvilles, selon une étude récente conduite dans 38 pays. Et le secteur de la santé sexuelle et reproductive, c'est notre communauté, dans le cadre de ce congrès, doit vraiment s'adapter à ces contextes urbains. Donc, nous ne devons pas seulement réagir, mais nous devons anticiper et nous devons tout planifier conformément à nos observations. Alors, si nous regardons maintenant le cadre des ODD, nous pouvons voir l'intersection entre ce cadre et les objectifs de chacun de ces objectifs, avoir des villes et des communautés durables. Ensuite, la question de l'égalité des genres, c'est une question qui est vraiment très importante maintenant que nous parlons de l'équité. Ensuite, l'objectif de la bonne santé et du bien-être fait partie des éléments qui sont à la base du développement durable et du développement économique. Ensuite, une énergie abordable et propre. De nouveau, il s'agit d'un sujet qui est devenu très important dans le contexte du changement climatique. Ensuite, l'industrie, l'innovation et l'infrastructure. Nous pouvons constater l'intersection entre ces différents ODD et nous devons réagir à ces éléments. Entre les villes et au sein des villes, il existe des disparités. Les habitants des villes ont des indicateurs de santé meilleurs par rapport aux habitants des zones rurales. Mais qu'en est-il des bidonvilles dans les zones urbaines? Ensuite, nous constatons
que la distribution inégale des ressources et des avantages dans les environnements urbains créent des disparités dans le secteur de la santé sexuelle et reproductive. Si nous considérons les questions comme le genre et les challenges spécifiques au genre, la sécurité, les inégalités de revenus, et puis les règles liées au genre qui sont nuisibles, eh bien, ce que nous constatons dans notre environnement, dans notre milieu, est en train de s'aggraver. Et ceci est aggravé lorsque nous avons des communautés qui vivent dans ces environnements-là. Alors, il s'agit vraiment des personnes marginalisées, des communautés qui sont les plus vulnérables. Et dans ce contexte, les challenges sont vraiment importants. Et nous voyons dans la littérature qu'il y a vraiment un engagement général. Alors, nous avons fait cette révision exploratoire. Nous avons regardé la littérature revue par les pairs et la littérature grise aussi. Depuis 2010 jusqu'à la date, nous nous sommes concentrés sur la santé sexuelle et reproductive dans les zones urbaines et nous avons essayé de décrire le corps de preuves actuelles pour ce qui est des services de santé sexuelle et reproductive dans les zones urbaines. Nous avons essayé de comprendre les disparités et nous avons également essayé de souligner les approches les plus importantes pour améliorer les résultats de santé sexuelle et reproductive pour atténuer les disparités. Dans le cadre de cette étude que nous avons réalisée, une fois que nous avons identifié quel est disons, le contexte et que nous savons dans quel environnement nous nous plaçons, qu'est-ce qui en découle? Eh bien, nous avons couvert plusieurs articles dans notre révision. Il s'agit d'articles revus par des pairs. Nous avons identifié 91 articles. Nous sommes concentrés sur des indicateurs clés liés à la planification et au VIH, 58 et 25. Nous connaissons quels sont les résultats dans le domaine de la planification familiale et dans le domaine du VIH et nous savons jusqu'à quel point ceci est encore plus évident quand nous parlons des disparités et des environnements aggravés. La plupart de ces articles se concentrent sur les facteurs de risque au niveau individuel. Ceci nous permet d'identifier et de décrire les différentes contributions. Voici les différents domaines que nous avons identifiés. Tout d'abord, l'environnement structurel, donc le manque de logement, une mauvaise qualité du logement, la surpopulation, l'instabilité, ensuite la sécurité physique, l'exposition à l'harcèlement et à la violence, un facteur qui est aggravé lorsque il y a un manque de logement. Ensuite, la pauvreté concentrée, lorsque les personnes commencent à ressentir qu'il n'y a rien de mieux et ceci crée de l'instabilité. Ensuite, des questions concernant l'accès équitable aux services, le transport pour avoir accès à ces services-là, ensuite le coût, est-ce abordable ou pas, et qu'en est-il du stigmate quand ces personnes se rendent dans ces services. Ensuite, l'environnement politique. Est-ce que l'environnement politique conduit à la santé, au bien-être, à l'inclusion politique et à l'épanouissement des personnes, même si elles vivent dans cet environnement, et jusqu'à quel point cet environnement est un obstacle justement au développement de ces personnes. Alors nous avons la perspective de la gouvernance urbaine, dont l'exclusion sociale, économique et politique qui se produit dans les bidonvilles. Ensuite,
l'environnement politique national, nous avons des lois, par exemple, qui limitent les interruptions volontaires des grossesses. Et donc, nous voyons qu'il y a une déconnexion entre les cadres des droits humains légaux et les expériences des personnes qui vivent dans ces zones urbaines. Il y a donc des cadres théoriques qui devraient vraiment faciliter l'accès à tous ces services. Mais ensuite, la réalité sur le terrain est bien différente. Dans ce contexte, quelles sont les interventions? Considérons maintenant ces interventions. Il y a eu des programmes holistiques mis en place, des approches pour le changement de comportement, des stratégies de communication. Nous avons essayé de voir jusqu'à quel point ces interventions ont été facilitatrices et jusqu'à quel point elles font la différence. Quelles sont les stratégies basées sur les établissements? Nous avons essayé de voir quelles sont les initiatives qui auraient la possibilité de faire une différence dans ce contexte. Alors, à partir de cette littérature, quels sont les principaux messages, les principales leçons tirées? La standardisation de mesures. Nous devons mesurer et, disons, nous occuper des déterminants structurels de la santé. Comme on le dit souvent, si nous ne pouvons pas mesurer quelque chose, si nous n'avons pas de données, eh bien, on peut considérer que cette activité, cette action n'a pas eu lieu, en fait. Alors, nous voulons mesurer et gérer tous les déterminants structurels de la santé. Nous voulons tous les inclure. Et nous devons également inclure les perspectives de tous les résidents urbains, particulièrement ceux qui vivent dans les zones les plus marginalisées. Et donc, il y a des questions liées à l'égalité, à l'équité. Et je dis toujours que nous avons des données, nous avons des cibles, nous avons des objectifs. Par exemple, nous avons les objectifs 90, 90, 90. Maintenant, ceci est devenu 95, 95, 95. Cependant, lorsque nous ventilons les données, oui, parce que beaucoup de pays disaient oui, nous avons atteint la cible, l'objectif 90, 90%, 90% par rapport donc à la disponibilité des données, l'engagement, etc. Mais lorsque nous stratifions, lorsque nous ventilons les données, souvent nous constatons que les filles adolescentes et les jeunes femmes sont celles qui sont le plus impactées. Et pour elles, on ne respecte pas ces chiffres-là, ces pourcentages-là. Elles sont laissées de côté. Donc, nous devons les inclure toutes et nous devons également inclure toutes les populations donc, qui vivent aussi dans les bidonvilles et dans les communautés marginalisées. Nous devons donc identifier les parties prenantes clés qui puissent créer et développer des interventions durables. Nous devons également inclure l'environnement urbain dans le design des interventions et des solutions pour nous assurer que nous pouvons offrir des solutions et que ces environnements urbains peuvent faire partie de la solution. Je remercie Jessie Anchai, mes collègues au Conseil qui ont préparé ce travail. Et je vous remercie également vous-même de votre engagement. Merci de votre présence ici, dans cette salle. Merci pour votre travail en faveur des personnes les plus marginalisées. Merci, Madame la Présidente. Bonjour, chers amis, chers collègues. Nous nous sommes déjà tous présentés au début. Je pense qu'il y a des personnes qui sont arrivées un petit peu en retard. Si vous le voulez bien, vous pouvez vous présenter. Nous supposons que vous êtes tous engagés par rapport aux populations pauvres urbaines. Merci beaucoup pour participer à cette discussion, à ce débat. Alors, avant de passer la parole à la
au prochain orateur. Je vous propose de prendre bonne note de vos questions si vous les avez. Nous allons faire tout d'abord toutes les présentations pour nous assurer que nous avons suffisamment de temps. Nous avons 2 orateurs qui vont intervenir en vidéo et ensuite nous aurons un petit moment de questions-réponses. Alors pour résumer cette présentation, et je pense que nous allons y revenir, je prends note de cette énorme croissance prévue pour les zones urbaines. Il y a des projections vraiment énormes. Il ne s'agit pas seulement d'énormes quantités de personnes, mais en plus, il s'agit de personnes jeunes, essentiellement de jeunes femmes qui doivent surmonter beaucoup de barrières. Et ceci est critique. Nous devons garder à l'esprit l'envergure de ce problème. Nous avons également parlé des déterminants structurels et du besoin de mesurer. De nouveau, je pense que nous avons l'envergure, la dimension du problème, et j'imagine que nous allons voir dans toutes les présentations que les mesures, le fait de pouvoir mesurer est clé. Bien sûr, si on ne mesure quelque chose, c'est comme si ce n'est pas fait. Bien sûr, nous manquons de mesures standardisées dans notre domaine, et je pense qu'il est important de voir quelles sont les causes principales qui expliquent ça. Et il y a un domaine que vous avez mentionné, et j'apprécie cela, c'est les inégalités de genre qui émergent. Vous en avez parlé à la fin. Vous avez dit qu'il est très important d'impliquer les personnes qui vivent dans ces communautés pour qu'ils soient à même d'identifier des solutions. Lorsque nous parlons de la santé reproductive, des fois, nous oublions ces soucis de santé. Nous mettons l'accent sur les facteurs économiques. Et je pense qu'au fur et à mesure que nous avancerons dans notre session, je pense que les inégalités de genre vont émerger à plusieurs reprises. Nous devons nous concentrer sur cela-ci pour essayer de trouver des solutions pour les populations marginalisées. Maintenant, je passe la parole à notre collègue Subroto qui va partager son travail en Inde. Merci. Bonjour à tous. Merci beaucoup pour être ici et pour participer à cette session sur les populations urbaines pauvres, un sujet très important. Je me souviens, dans le passé, on parlait des ODD et je me souviens que, enfin, nous nous concentrons sur les zones urbaines. Il s'agit d'une population qui n'arrête pas de grandir. Et nous avons vu dans la présentation précédente que nous aurons 60% de la population qui vivra dans les zones urbaines. C'est pourquoi il est très important de nous concentrer sur cet environnement urbain pour bien comprendre ce qu'il y arrive. Ce que nous constatons en Inde, déjà en 2000, depuis 2000, nous constatons que il est important et que nous nous concentrons sur les zones rurales et le secteur urbain, le domaine urbain est un peu laissé de côté. Il y a aussi des personnes pauvres qui vivent dans ces zones et ceci est important pour la provision de services. Ensuite, nous avons commencé à travailler également dans les zones urbaines depuis 2002, depuis notre bureau du USAID Inde. L'Inde est un pays énorme et c'est vraiment difficilement gérable. Nous devons donc tous travailler ensemble. Eh bien, de ce point de vue, il est très important lorsque nous disons que personne ne doit être laissé de côté. Eh bien, si nous ne changeons pas notre manière de faire, eh bien, nous constatons qu'il y aura de plus en plus de population qui va vivre dans ces zones urbaines et 40% vivent dans des bidonvilles urbains aussi. Alors, si nous ne pensons pas à ces personnes-là, alors comment pourrons-nous atteindre les ODD? Ainsi, ceci ne pourrait pas marcher, si bien qu'il fallait chercher à savoir quelle méthode vraiment utiliser. Alors, maintenant, pour ce contexte, en Inde, on a commencé avec la programmation et il fallait également chercher les scénarios dans les milieux urbains.
Et cela montrait qu'il y avait la nécessité d'un programme très énorme dans les milieux urbains. Et puis, le plaidoyer avait donc commencé. Ainsi, il fallait contacter le gouvernement. Et je me rappelle, en 2013, le gouvernement a reconnu le fait qu'il y avait la nécessité de travailler dans les milieux urbains. Ainsi, avec les programmes de santé dans les milieux ruraux, il fallait avoir une combinaison avec les missions urbaines et rurales. Mais on va vraiment en parler. Mais il faut aussi voir, lorsque vous faites des programmes dans les milieux urbains et que dans le processus naturel, le secteur privé également s'y implique en raison de ses affaires et aussi de leurs propres intérêts, c'est vraiment important de comprendre si les inégalités ne cessent d'augmenter ou non dans les milieux urbains. Si les inégalités ne sont pas abordées, là, on ne pouvait pas atteindre les objectifs du millénaire pour le développement ou bien les ODD plutôt. Alors, voici donc des questions de recherche en provenance de l'USAID en Inde pour guider l'Inde à propos de la façon de leur programmation dans ce domaine. Alors, quels sont les domaines d'accent et aussi dans quel domaine est-ce que nous avons de bonnes performances et où est-ce qu'on avait besoin encore d'amplifier le progrès. Alors, il fallait aussi chercher les indicateurs de planification familiale étendus et même réduits durant les 30 dernières années. Ceci est très important parce que nous savons que certaines méthodes promues principalement par le secteur privé, par le secteur public et certaines aussi par le secteur privé avec leurs propres intérêts. Ceci est naturel et que ces secteurs privés aussi promouvaient également les inégalités socio-économiques. Alors, il fallait chercher à rectifier toutes ces inégalités et résoudre les problèmes aussi dans toutes ces affaires. Alors, avec les données et les méthodes, ce que nous avons fait, c'est que nous avons utilisé les données de la surveillance nationale depuis 1992 jusqu'à 1993 et aussi de 2019 jusqu'à 2021. Et nous avons également utilisé pour cette analyse les âges, les tranches d'âge de 15 à 49 ans. Et quelles sont les variables, les résultats variables? Et peut-être il fallait plusieurs méthodes. La prévalence de contraception moderne, l'utilisation de méthodes non réversibles, ainsi de suite. Et même, il fallait aussi calculer le niveau de vie en tant qu'indice de la composante. On avait aussi vérifié si ces valeurs par même les programmes scolaires étaient également nécessaires ou non, surtout avec le secteur privé et le secteur public. Il y avait une petite composante qu'on n'a pas encore prise en compte. Par exemple, les ONG et particulièrement les programmes urbains qui ne savaient pas vraiment ce qu'ils devaient faire en ce qui concerne les produits bio. Alors, ils étaient donc exclus de l'analyse. Mais ceci était un petit problème. Mais les analyses statistiques, nous avons fait les analyses univariates et bivariates. Et nous avons également utilisé la courbe de concentration pour identifier les tendances dans les disparités socio-économiques. Et il y avait également ce que nous avons vu, et si
ceci était vraiment une méthode statistique rigoureuse ou non, pour simplement renforcer ce qui provenait de cette analyse. Alors, pour revenir aux résultats, je ne vais pas les parcourir tous, surtout avec les graphiques, mais ce qui était important en tant que message, c'est que durant la période en question, nous avons vu que la lacune en provenance de l'inégalité socio-économique, surtout pour les femmes, maintenant et je voulais également voir et aussi dire une chose, que en Inde, en 2002, l'USAID et BMGF ont commencé à faire une programmation. Et durant cette période, environ 2013-2014, le gouvernement de l'Inde aussi a commencé avec une mission urbaine dans ce pays. Et ceci reflétait vraiment ces inégalités en raison de l'immigration, bien l'exode rural et urbaine. Il y avait donc une lacune, mais en raison de ce programme, ceci vraiment démontrait que cette lacune se rétrécit. Alors, ceci constituait vraiment une bonne chose à observer. Et lorsqu'il y avait aussi l'utilisation des méthodes irréversibles, c'était la même, ou bien la méthode réversible, c'était la même chose. Et je pense que ceci est presque égal en matière de l'inégalité et ainsi de suite. Mais il y a toujours certains problèmes à résoudre. Lorsqu'on parle des pauvres, il y a aussi ces lacunes dont on va parler. Maintenant, lorsque nous voyons si ces mêmes types de scénarios se présentent parmi ceux qui sont alphabétisés, ou bien les femmes, ou bien les dames analphabètes, quelquefois on constate que cette lacune s'étend, et même avec chez les dames alphabétisées. Et ce qui se passe, c'est que lorsque vous parliez de méthodes modernes de contraception, la lacune n'était pas trop grande, sauf la méthode non réversible. Et ceci était vraiment même l'opposé dans ce cas. Parce que lorsque nous parlons de quelques méthodes réversibles, là, lorsque vous constatez que ceux qui ont la formation élevée, et ils ont même la prévalence la plus élevée que ceux qui sont analphabètes. Mais dans ce cas, c'est parfois l'opposé. Ceci montre que les femmes en provenance de la catégorie des analphabètes adoptent beaucoup de méthodes plus réversibles. Et quand il est question de méthodes réversibles, c'est ce que nous avons dû proposer. D'accord. Alors, quand il est question des inégalités et de l'indice de concentration, ce que nous voyons, c'est que l'inégalité a réduit au cours du temps. Mais toujours, cette inégalité reste toujours élevée avec la méthode réversible, et que la prévalence dans le domaine alphabet. Alors vous voyez que ceci se répand toujours. Alors, cette diapo est très importante. Et ici, la façon dont les femmes ont accès à la contraception du secteur privé ou bien du secteur public, et aussi avec leur cible, nous montre aussi une autre chose. Quand il est question du secteur public, les inégalités
ne compte pas trop parce que le secteur privé n'a pas de cible spécifique. Mais quand il est question du secteur privé, il cible un groupe et avec leur divertissement, et bien la publicité et ceux qui sont en train de renforcer les capacités rencontrent ce problème et découvrent ces lacunes. Et s'il y a l'inégalité ou non, on le voit, mais parfois ça n'existait vraiment pas. Mais quelqu'un remplit cette lacune. Bien que dans le secteur privé, la lacune s'étend, ou bien l'écart se répand de temps en temps. Et ce qui veut dire que cette lacune existe. Mais peu importe. Je pense que je ne vais pas trop continuer en raison du manque de temps. Mais ce que nous constatons dans les milieux urbains, on voulait savoir si on peut étendre cette méthode dans l'Inde. Parce que l'Inde est un grand pays. Mais ce que nous constatons, c'est que ces méthodes ne sont pas trop accessibles à tout le monde. Et aussi savoir si ces lacunes existent dans les milieux urbains ou non. Mais c'est très intéressant de le voir. Mais aussi, c'est un bon outil de faire ces analyses et comprendre combien nous arrivons à résoudre les problèmes. Maintenant, des messages clés. Les messages clés sont les suivants. Quand nous constatons que l'écart réduit, on essaye de... Ce n'est pas une question d'utilisation des mathématiques, mais ce qui est important, c'est que selon notre étude, il fallait aussi augmenter même la communication. Et aussi avec les communautés marginalisées, ce n'est pas ça la réalité, mais il faut augmenter la coopération, surtout au long des populations. Ça, c'est le grand message pour notre gouvernement. Et je reconnais l'appui du Conseil démographique et aussi qui travaille bien et qui fait le travail principal. Et au nom de ce groupe, j'ai fait cette présentation. Donc, ceci n'est pas toujours les opinions de l'USAID, mais il a été très, très important pour nous. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Subrato. Ça, c'était très intéressant, surtout avec les données depuis 1992 jusqu'à 2021. C'est vraiment riche avec les découvertes. Mais j'ai quelques questions à propos des écarts, mais j'espère que nous aurions le temps pour en discuter. Je pense que nous avons vu les choses et parmi les pauvres des pauvres et les marginalisés. Et un autre domaine qui pourrait aider nos discussions, c'est que, comme j'ai dit, la façon dont les secteurs privés et publics travaillent ensemble. Alors, tout est à propos de l'équité ici et nous voulons nous rassurer que chaque présentateur reçoit son temps. Il y aura une présentation maintenant de chers collègues de Ouagadougou, Burkina Faso, et nous allons passer à notre dernier présentateur de l'Indonésie et nous aurions du temps pour les questions. Merci à tous pour vos patiences. La relation entre le statut migratoire des femmes et l'utilisation de la contraception moderne à Ouagadougou. Désolé de ne pas pouvoir être présent à cette grande rencontre, mais merci aussi aux organisateurs qui nous ont donné l'opportunité de pouvoir présenter à distance. Donc, voilà un peu le plan de la présentation. Disons que nous sommes partis de deux constats. Voilà. Le premier constat, c'est relatif à l'évolution de la contraception moderne dans la ville de Ouagadougou.
nous avons constaté que dans cette évolution, il y a deux grandes phases. Nous avons une première phase d'accroissement de la contraception au cours des années 90 à 2010 et une dernière phase qui est une stagnation, voire une baisse. Donc, depuis 2010, la contraception ne bouge pas. Voilà. Et le deuxième constat qu'on peut faire, c'est l'augmentation de la population de Ouagadougou. Voilà. À travers les différents recensements, nous avons constaté une forte augmentation de la population à l'intérieur de la ville de Ouagadougou à travers les recensements. Et cette augmentation est liée en grande partie à la migration. Et dans cette migration, il y a une forte présence féminine. Donc, à part de ces deux constats, l'idée, c'est de voir est-ce que la stagnation de la contraception moderne dans la ville de Ouagadougou n'est pas alimentée dans une certaine mesure par le stock des femmes non migrantes et des femmes migrantes voilà, qui arrivent dans la ville de Ouagadougou et ça renouvelle un peu le stock des femmes qui ont un profil faible et qui peut amener effectivement au niveau global à observer une stagnation de la situation de la contraception. Donc, de cette question, nous avons trois questions spécifiques. Nous regardons dans un premier temps le profil des différents types de femmes. Ça veut dire que selon leur profil et leur statut migratoire, pour voir s'ils ont le même profil, notamment en termes socio-économiques. Après, nous regardons maintenant quel est l'effet de la durée de résidence en ville sur la contraception moderne. Voilà, il y a des migrants qui sont là, il y a de longue date, il y a celles qui viennent d'arriver. Et après, nous regardons si cet effet-là varie selon le type de quartier, puisqu'il y a des quartiers lotis et des quartiers non lotis. Quelles données nous avons utilisées? Donc, c'est une enquête qui avait été faite en 2012, mais qui s'est appuyée sur l'Observatoire de population de Ouagadougou. Et cette enquête avait collecté des données qui nous permettent en tout cas de répondre à cette question. La variable dépendante, c'est l'utilisation de la contraception moderne au moment de l'enquête. Dans le statut migratoire, la variable, nous avons distingué 4 catégories de femmes. Donc, il y a des femmes non migrantes et les 3 autres catégories, nous avons distingué en tenant compte de la durée de résidence à Ouagadougou, la date d'arrivée. Et nous avons utilisé d'autres variables indépendantes qui sont classiquement utilisées voilà, pour pouvoir contrôler lorsqu'on étudie les déterminants de la pratique contraceptive. Et dans cette enquête-là, nous avons eu des données, notamment sur l'apport des réseaux sociaux que nous avons contrôlés dans nos analyses. Bon, les méthodes sont de deux types. C'est des méthodes d'analyse descriptive où nous essayons de voir le profil des femmes pour voir s'il y a des typologies. Nous faisons des tableaux bivariés déjà pour croiser le statut migratoire avec l'utilisation de la contraception. Et dans un deuxième temps, nous avons essayé de prendre en compte l'ensemble des variables indépendantes pour voir s'il y a un effet du statut migratoire sur la contraception. Et nous avons aussi stratifié nos modèles-là. Nous faisons d'abord un modèle global pour l'ensemble des femmes, mais après nous distinguons maintenant les femmes uniquement qui sont en milieu et en zone lotie. Voilà, ce sont des quartiers qui ne disposent pas de commodités, voilà, dans les zones non loties du moins. Et les zones loties, ce sont des quartiers qui disposent beaucoup de commodités, voilà, qui sont lotis. Voilà. Donc, au niveau déjà du profil, voilà, nous voyons effectivement qu'il y a vraiment une différence. Pour les femmes non migrantes, elles résident beaucoup plus en zone lotie, voilà, beaucoup dans des ménages pauvres et sont principalement éduquées. Ce profil est proche aussi des migrantes qui sont là depuis plus de 20 ans. Voilà, la majeure partie aussi réside dans les quartiers lotis, dans les ménages riches, mais cette fois-ci, ces migrants sont dans la plupart du temps non éduqués. Voilà. Et il y a maintenant des autres profils maintenant, les femmes migrantes qui sont là il y a 10-20 ans. Là, on voit que la majeure partie sont dans des quartiers non lotis, ils résident dans les ménages pauvres et sont non éduqués. Et celles qui sont arrivées il y a moins de 10 ans, voilà, là-bas, le profil est encore très faible. Ces femmes sont en grande majorité, très grande majorité dans les quartiers non lotis, dans les ménages pauvres, voilà, et ne sont pas éduquées. Voilà. Donc, quand nous regardons ce profil d'ensemble-là et que nous le faisons au niveau de la zone non lotie, voilà, c'est le même profil, mais dans la zone lotie,
on voit qu'il n'y a pratiquement pas de différence. Donc, au niveau de la contraception, nous observons qu'il y a une faible utilisation de la contraception moderne chez les femmes qui ont migré nouvellement. Donc, vous voyez que leur utilisation, c'est de 2 fois moindre, voilà, par rapport à celles qui sont là il y a en tout cas plus de 10 ans. Donc, et si nous regardons, voilà, bon, ça c'est un graphique, c'est la même chose, hein, c'est un graphique de trop, voilà, c'est la même chose que ce graphique, je devrais le supprimer, voilà. Et lorsque nous essayons maintenant de prendre en compte l'ensemble des variables là, voilà, ça c'est à l'effet brut. Donc nous voyons que les femmes qui ont migré récemment, voilà, ont plus de 50%, voilà, de risque, voilà, de ne pas recourir à la contraception moderne. Et si nous essayons de contrôler maintenant, voilà, avec l'ensemble des variables déterminantes, donc effectivement, l'effet reste. Donc, les femmes qui sont migrées récemment à Ouagadougou, voilà, ont 50% moins de chances d'utiliser la contraception que celles qui sont non migrantes. Voilà. Et quand nous distinguons maintenant selon le milieu de résidence, donc nous nous rendons compte que l'effet est surtout persistant, voilà, dans les quartiers non formels, les quartiers informels, voilà. Mais dans les quartiers formels, là, l'effet, la différence est là, mais elle n'est pas significative. Donc, quelle est la contribution de cette étude? Nous disons effectivement que cette recherche apporte un éclairage supplémentaire sur la relation entre le statut migratoire des femmes et l'utilisation de la contraception et fait ressortir des inégalités intra-urbaines en matière de contraception et au-delà effectivement des inégalités urbaines-rurales qui sont souvent mises en évidence dans les études antérieures. Donc, nous avons aussi remarqué que c'est surtout les femmes qui s'installent, voilà, les migrantes récentes qui s'installent dans des quartiers, voilà, non lotis, informels là, qui sont effectivement et qui ont un profil aussi faible et utilisent moins la contraception. Donc, ces catégories de femmes peuvent effectivement constituer un public cible, voilà, auprès duquel la commune de Ouagadougou peut vraiment s'y intéresser, voilà, si elle veut booster la contraception moderne dans la ville de Ouagadougou. Donc, vous savez qu'au niveau de Ouaga, il y a la politique de la gratuité qui est mise en œuvre, mais cette politique de gratuité suppose que dans les quartiers, là, on puisse avoir déjà les services, voilà, d'accès à la planification familiale pour que les gens qui résident dans ces quartiers puissent pouvoir avoir accès facilement à ces méthodes contraceptives-là si elles en ont besoin. Mais si ces services-là ne sont pas installés dans ces quartiers périphériques, voilà, qui s'étalent de jour en jour, évidemment, on va dire qu'il y a la gratuité, mais il y a une bonne partie, effectivement, des femmes, notamment celles qui arrivent récemment, qui s'installent autour de la ville, au niveau de la périphérie, qui seront toujours exclus. Donc, c'est un public cible que nous pensons qu'il faut vraiment s'y intéresser, voilà, pour pouvoir résoudre ce problème de la contraception. Voilà, je vous remercie pour votre aimable attention. We assessing whether urban poor versus non-poor gaps in. Je suis Fedranto, analyste de programme de FNUAP. Bonjour, Elvira Lianto. Aujourd'hui, je vais parler de l'étude que mon équipe et moi-même avaient organisée et voir comment les femmes indonésiennes urbaines ont eu accès aux services de contraception. La projection onusienne vers l'année 2050 montre qu'il y a 66% de la population mondiale qui vivra dans les milieux urbains. Et aussi, en Asie et en Afrique, il y a à peu près 90% qui sont la majorité des femmes.
Il y a aussi la proportion de la citoyenneté indonésienne qui vit déjà, qui vivra à environ 2045 jusqu'à 70%. Et un défi majeur pour le gouvernement pour adapter les services sociaux, économiques, surtout services de système de protection pour répondre à ces problèmes. Cela montre que ceux qui vivent dans les bidonvilles ont des réseaux sociaux qui les séparent des autres quartiers riches. Elles font face aux défis et malgré le fait de vivre dans les milieux ayant des services sanitaires. L'objectif de cette étude, c'est que nous avons évalué comment les foyers sociaux reçoivent des services de contraception et aussi la façon dont cela se réduit entre 2012 et 2017. Et la source des données était de 2012-2017 avec une population de femmes d'âge reproductif et aussi avec les toutes dernières grossesses qui ont été documentées. Et nous avons aussi l'analyse avec les logistiques et avec le Multinational Logit Regression, avec 2 étapes d'analyse. Et aussi avec les services utilisés durant les années 2012-2017. Cette fois-ci, c'était très significatif en raison du système d'assurance en 2014, créant la Fondation pour les soins sanitaires dans le pays. Et le taux de performance des contraceptions et aussi était jusqu'à un certain pourcentage. Ceci constituait des chiffres très élevés dans les taux de l'utilisation des contraceptions des femmes de ce siècle, et surtout pour la contraception moderne qui devient relativement élevée. Ce chiffre montre la comparaison entre les pauvres et les femmes pauvres et les femmes riches, avec pas de différence, avec différents choix, la préférence de l'utilisation de contraception, et les plus pauvres des femmes utilisent toujours la contraception traditionnelle ou bien prémoderne. Cette diapositive est choquante. Les données suggèrent que la quantité de l'utilisation de contraception avec les soins post-nataux et pour montrer les femmes, surtout ceux qui reçoivent ces services et ceux qui ne le reçoivent pas. Plus ou moins transversal, les femmes de 20% des foyers ont peut-être les chiffres de 9 fois plus d'avoir des services fournis par les sages-femmes traditionnelles et aussi pour suivre également les nombres de jours, plus que 3 fois de pouvoir, peut-être même 4 fois d'avoir un accouchement assisté et même relative à ces facteurs. Et 28% a eu peut-être des soins sanitaires post-nataux. Maintenant, les effets, ou bien les résultats, surtout des femmes riches et urbaines et aussi les femmes pauvres urbaines entre 2012 et 2017.
Ceci avait fait montrer quelques variables et avec l'indice d'information et avec l'utilisation de la contraception, ainsi de suite. Et alors, les femmes pauvres ont la connaissance et elles ont aussi le choix dans l'utilisation des méthodes de contraception, y compris les conseils de planification familiale, avec les indicateurs de planification familiale qui aussi montrent les méthodes de contraception, ainsi de suite. Alors, pour augmenter les méthodes traditionnelles par les femmes plus éduquées, et ceci aurait quelques effets secondaires avec l'utilisation de contraception, de la méthode de contraception utilisée, et aussi avec la force de 2012 à 2017 qui était assez encourageante. Pour la santé maternelle, il y avait aussi des changements à observer parmi les femmes avec les tendances positives qui ont été observées avec le nombre de jours où les dosages ont été consommés, avec les initiatives de soins post-nataux. Et avec Ensuite, nous voyons quels ont de meilleurs résultats en ce qui concerne les services après accouchement. La proportion de femmes presque pauvres qui reçoivent des services augmente également rapidement que parmi les femmes pauvres pendant la période d'observation. Et les femmes pauvres urbaines sont un petit peu à la traîne par rapport à la quantité et à la qualité des services maternels reçus conformément aux pratiques actuelles. Cependant, il y a des gains statistiquement significatifs chez les femmes urbaines par rapport aux femmes pauvres et presque pauvres pour ce qui est de certains indicateurs. Ceci est associé à l'introduction des programmes d'assurance santé, mais il reste encore des différences assez importantes. Nous pouvons conclure ici que les besoins en termes de planification familiale parmi les femmes pauvres et presque pauvres en Indonésie semblent être relativement bien satisfaits. Ce n'est pas le cas pour ce qui est des services de santé maternelle. La différence entre les résultats est expliquée par des histoires historiques liées à l'efficacité des programmes et des différences aussi liées aux fournisseurs. Le programme d'assurance nationale semble avoir augmenté l'accès financier aux services parmi les femmes pauvres. Il est nécessaire de continuer à investir dans le secteur de la santé publique afin de pouvoir réduire cet écart entre les pauvres et les non pauvres. Ces programmes d'assurance, cependant, il n'est pas suffisant pour réduire tous les écarts qui existent, car ces programmes ne couvrent pas les coûts de transport, ni les coûts d'opportunité, ni la liste d'attente pour les services. Et ensuite, nous devons également considérer la plus grande pression sur les établissements de santé publique qui ont déjà des faiblesses importantes. Nous devons continuer à faire attention au programme augmentant la flexibilité. Afin de résoudre ce problème, nous pensons qu'une plus grande collaboration avec le secteur privé nous aiderait à réduire la charge sur le secteur public et les besoins de financement du gouvernement pour pouvoir mieux servir ces populations, y compris les populations pauvres. Vous pouvez avoir accès à cet article qui a été publié en avril et sur ce lien, vous y trouverez l'article et d'autres informations. Et sur cela, merci pour votre attention.
Parfait. Il nous reste environ 15 minutes. Donc, j'inviterai maintenant les participants. Si vous avez des questions, si vous avez des commentaires pour nos orateurs. Et peut-être pour démarrer, je pense que nous savons tous que les données en ce qui concerne l'envergure de la croissance, ça on connaît. Mais quand nous voyons ces présentations, nous constatons qu'il est vraiment nécessaire maintenant de commencer à programmer l'urbanisme aussi, parce que des fois, nous ne savons pas quel est donc l'impact du changement climatique ou des problèmes politiques, mais nous savons quel sera l'impact de la croissance qui aura lieu dans les villes. Et nous savons quelles sont les disparités qui vont persister pour ce qui est de l'égalité des genres, par exemple. Et donc, je constate que nous devons agir maintenant. Il y a cet appel à l'action au niveau mondial pour que les villes du monde entier soient prêtes maintenant pour faire face à ces projections du futur. Alors, je veux remercier nos orateurs parce qu'ils ont préparé des présentations très intéressantes avec beaucoup de données qui nous ont beaucoup appris. Donc maintenant, nous sommes mieux informés en tant que défenseurs pour pouvoir réduire les inégalités et pour soutenir les populations les plus marginalisées. Alors maintenant, je vous donne la parole. Si vous avez des questions dans le public, c'est maintenant le moment de les poser. Merci. C'était vraiment très intéressant. Par rapport à la présentation de Ouagadougou, qui était vraiment très intéressante pour moi, je ne sais pas si je peux poser des questions à notre collègue, mais j'aimerais savoir si on peut faire la différence entre le groupe de 0 à 9, parce que je pense que de 0 à 9 ans, c'est un groupe très important en ce qui concerne la migration par rapport aux autres groupes. Je pense qu'il y a une grande différence. Et parce que je pense que pendant les 3 premières années, c'est assez bas et après ça augmente petit à petit ou non. J'aimerais savoir, j'aimerais connaître cette courbe. Donc, j'aimerais que nous puissions aussi avoir les informations sur les 0 à 4 ou 0 à 9. Je ne sais pas si ceci est possible, si on peut faire cette désagrégation de données qui est possible. Mais je pense que nous devrions regarder ceci en détail. Mais je pense qu'il est très important pour nous de voir comment nous pouvons soutenir cette transition. C'est fascinant. Et nous devons également considérer ce que nous pouvons faire avant que les personnes ne se déplacent pour garantir une meilleure arrivée également de ces personnes. Voilà, c'est un point que je trouve très intéressant. Merci. Oui, j'ai aussi un commentaire sur la présentation de Ouagadougou. Exactement, nous voyons que la migration a un effet négatif sur la contraception et ceci nous le constatons chez nous. Nous avons présenté un article sur cela hier justement. Mais à part la migration, est-ce que l'intensité de la migration a un impact sur la contraception? Si nous comparons la migration chez les hommes, est-ce que c'est un impact aussi? Et puis voilà, j'aimerais savoir s'il y a des preuves, des évidences par rapport à cela. Merci. Avez-vous d'autres commentaires? Merci pour vos présentations. Je suis consultante pour la jeunesse et donc j'ai cette approche des jeunes en tête et je sais que souvent les données ne capturent pas nécessairement les différences d'âge. Je ne sais pas si les présentateurs, les orateurs qui sont ici ont fait une certaine désagrégation, une ventilation des données concernant les jeunes, parce que les jeunes femmes sont celles qui émigrent la plupart du temps pour des raisons familiales. Donc, elles sont envoyées à l'étranger pour envoyer de l'argent. Parce que nous ne pouvons pas parler avec le représentant de Ouagadougou, je pense. Parce que j'aimerais savoir également si l'âge a quelque chose à voir. J'aimerais savoir également qu'en est-il de cette
ce groupe de 0 à 9. Et j'aimerais également savoir quels sont les différents scénarios qui ont un impact sur l'utilisation des contraceptifs, et puis la peur de l'infertilité, le besoin de prouver la fertilité, justement. Donc, voilà, j'aimerais savoir si vous avez fait une ventilation de données concernant l'âge, et si non, d'après vous, lorsque nous allons faire une recherche continue, d'après vous, quels seraient les résultats? Oui, je pense que c'est une très bonne question. Nous reconnaissons également le fait que nous avons seulement fait cette analyse du point de vue macro pour comprendre quelles sont les inégalités, mais nous devons reconnaître qu'il faut vraiment voir la charge migratoire, l'urbanisation, le niveau d'urbanisation, et puis aussi les différents domaines urbains par rapport à l'âge. Nous avons essayé de faire ça donc basé sur l'éducation, mais l'âge est différent. Donc oui, probablement, notre équipe effectivement devrait rentrer dans les détails, essayer d'approfondir dans cette question. Parce que ceci soutient les données, nous avons utilisé des données démographiques et des données ventilées. Effectivement, donc on peut avoir accès à ces informations. Oui, c'est très bien. Merci. Merci. Je pense que c'est quelque chose que j'ai déjà souligné, le besoin d'avoir des données ventilées par l'âge. Et lorsqu'on fait cette stratification, on peut voir jusqu'à quel point les personnes qui sont dans le groupe d'âge le plus bas, surtout les filles adolescentes et les jeunes femmes, sont les plus vulnérables. Et nous constatons la disproportion, la charge disproportionnellement élevée par rapport à la santé. Et puis aussi par rapport aux challenges socio-économiques, ils sont plus forts dans ce groupe d'âge. Je pense que j'ai illustré certains des problèmes. Il y a des questions comme la violence sexuelle est basée sur le genre. Il y a aussi des problèmes de vulnérabilité. Et le fait d'avoir encore plus de vulnérabilité quand elles essaient de quitter ce type de situation. Donc, par exemple, elles essayent de mettre fin à une situation de violence et malheureusement, souvent elles quittent l'école et dans ce cas, elles sont encore plus vulnérables. Et il y a d'autres questions qui émergent maintenant et je pense que nous n'en parlons pas assez souvent, comme par exemple l'hygiène menstruelle et les besoins liés à cela. Malheureusement, à cause de la tradition, ceci est devenu en tabou et les gens n'en parlent pas. Et donc, nous devons également voir ce dont les populations les plus vulnérables ont besoin pour répondre à leurs besoins en termes de santé, d'hygiène. Et souvent, dans ces situations, on tend à oublier cela parce que les femmes pauvres ont besoin des mêmes services que les femmes qui ne sont pas pauvres. Elles ont besoin des mêmes services et même plus d'informations sur comment mieux gérer ces questions. Quand elles tombent enceintes, quand elles n'ont pas accès à la contraception, comment peuvent-elles gérer cette grossesse? Comment peuvent-elles gérer tout ça? Donc, la charge de maladies disproportionnelles ou les maux sociaux aggravés est vraiment quelque chose qu'il faut analyser également en fonction de l'âge. Nous pouvons prendre l'exemple des objectifs mondiaux. Eh bien, les pays sont très contents de dire oui, nous avons atteint ceci ou cela. Notre taux d'utilisation de contraceptifs modernes est à ce niveau-là. Mais lorsqu'on fait une ventilation des données, on voit en fait que ces groupes-là ne sont même pas près de ces pourcentages minimum. Nous voyons ceci dans les bidonvilles à Nairobi, au Nigeria. On le constate. Il y a des
la littérature qui a été publiée, on voit la haute prévalence de ces situations-là dans les bidonvilles. Merci pour votre question. Vous avez raison de vous mettre l'accent sur ces questions-là qui sont très importantes. Oui, j'aimerais compléter cette réponse. J'aimerais dire, nous avons fait une analyse multivariable et ceci n'était pas significatif, mais je pense que la taille de l'échantillon est importante ici. Je pense que nous pourrons trouver de meilleures données. Nous avons contrôlé donc l'âge, la parité, la religion. Nous avons donc des informations concernant ces différentes variables et indicateurs. Merci. Merci beaucoup. C'était des présentations vraiment très intéressantes et vos commentaires aussi, c'était excellent. Je pense que lorsque nous regardons les rapports, il est facile d'établir la catégorie rurale ou urbain et rural. Et je pense qu'il sera clé de pouvoir entrer dans les détails de ces deux environnements. Et puis par rapport au groupe de migrants de 0 à 9 ans, ça c'est très important. Et aussi, il faut considérer le niveau d'éducation qui est assez élevé. Donc, une question rapide pour vous. Les données que vous avez présentées sont vraiment très riches, des informations très intéressantes. Vous avez parlé des méthodes réversibles et irréversibles. Vous avez lié ça à l'éducation, à la richesse. Est-ce que vous avez analysé pourquoi ce n'était pas le cas dans chez les personnes les plus riches? Pourquoi ce passage des réversibles non réversibles ne se produisait pas dans le groupe des plus riches? Oui, est-ce que vous avez un commentaire ou une question? Oui, très rapidement, s'il vous plaît. Moi aussi, j'aimerais savoir s'il y a un problème de qualité. Parce que pour les personnes sans formation, si je ne me trompe pas, je pense qu'ils avaient plus de méthodes permanentes. C'est une question de qualité, de soins. Je ne sais pas. Est-ce que, est-ce que vous pouvez donc conclure ceci à partir des données? Alors, on prend la dernière question et ensuite on passe aux réponses. Merci. Merci pour vos présentations. C'était vraiment intéressant. L'accès aux services de contraception est un grand problème au Sénégal, particulièrement à Dakar. Et j'ai aimé la présentation du Burkina Faso parce que nous avons le même problème. C'est la même chose à Dakar. Et j'aimerais savoir, en Inde ou en Zambie, quel type d'intervention, quel type de stratégie pouvez-vous mettre en place pour permettre l'accès aux services à ces populations-là? Oui, par rapport à votre question, nous avons constaté qu'il y a une différence entre les méthodes réversibles et non réversibles liées à l'éducation. Et l'éducation, en fait, joue un rôle très important dans les mentalités des personnes parce qu'en Inde, notre programme est donc principalement dominé par les méthodes non réversibles. Par conséquent, l'éducation, en fait, joue un rôle. Mais la richesse n'aurait pas vraiment un impact aussi important par rapport à l'éducation. C'est une tendance que nous avons identifiée dans le passé. Et par rapport à votre question, oui, je pense que par rapport à la fourniture de services, dans le passé, nous nous concentrions dans les zones rurales. Maintenant, nous nous concentrons davantage sur les zones urbaines aussi. Et il y a de plus en plus de services offerts depuis la base. Et nous sommes en train d'établir des services pour tous. Je pense que ceci est très bon. Donc, lorsque une femme se rend
dans un service, eh bien, je pense que dans un même établissement de santé, elle a plusieurs services disponibles et elle a accès aussi à d'autres choses. Et je pense qu'au niveau de base, le gouvernement d'Inde est en train de fournir beaucoup de services et maintenant, le gouvernement est en train de réduire l'écart entre les zones urbaines et les zones rurales en ce qui concerne la disponibilité des services. Oui, pour compléter la réponse de mon collègue par rapport à la promotion des services dans la communauté, il est très important que les personnes viennent dans les services, surtout les personnes qui sont marginalisées. Des fois, quand elles arrivent, il est trop tard. Quand nous regardons tous ces indicateurs, par exemple le besoin de planification familiale ou les soins de grossesse ou le ciblage, parce qu'il y a des cancers qui sont prévalents chez les femmes et c'est des cancers qui peuvent être prévenus si on les diagnostique à temps. Et donc, le ministre de la Santé préside le comité de coordination interagences où les différents partenaires se réunissent pour consulter les directorats. Et les directorats sont là pour présenter leurs progrès. Et puis, il y a d'autres partenaires. Et nous avons vu, même dans le budget de la santé, les personnes qui viennent dans ces structures, c'est des personnes qui vont bien. Mais nous devons nous concentrer sur les personnes qui ne viennent pas dans les services. Nous devons nous rendre dans les communautés avec des informations, avec des services. Donc, ce contact avec la communauté est très important. Ensuite, l'intégration. Nous voyons des gains très importants grâce à l'intégration. Vous savez, une femme ou même une fille peut venir et dire je veux une méthode pour me protéger moi-même d'une grossesse que je ne souhaite pas. Donc, ça, c'est très important. Mais il y a aussi le risque d'infection. Donc, si l'on intègre tous les services, on peut tous les offrir et on peut, de cette manière, mieux répondre aux besoins des femmes et des filles. Nous avons des données aussi qui prouvent les bénéfices de l'intégration, ne serait-ce qu'en termes du VIH, par exemple. Et puis, nous devons combiner l'éducation et les services de santé. Ceci est quelque chose que nous pouvons commencer à voir parce que nous avons constaté que lorsque ces programmes communautaires atteignent les écoles et lorsque les établissements de santé répondent comme il faut, les jeunes dans des écoles se rendent dans ces centres de santé et en Zambie, maintenant les deux ministères se parlent parce qu'ils ont vu les bénéfices vraiment de cette communication et de cette intégration de services. Merci beaucoup. Alors, nous avons commencé, nous étions un petit groupe, nous nous sentions très marginalisés ici dans le sous-sol. Et puis, nous avons eu une discussion tellement robuste et importante. Nous allons applaudir nos orateurs. Merci beaucoup pour vos présentations. Et merci à tous.